Tu vois cette chemise sur la chaise là? Avoue que pendant une seconde, ton cerveau s'est dit y a quelqu'un. Maintenant, imagine autre chose. Tu es chez toi, et tout est normal. Sauf un détail. Tu entends parfois des bruits au-dessus de ta tête, des petits pas, des objets changent de place, de la nourriture disparaît dans la cuisine. Tu te dis quoi? Je deviens parano? C'est un fantôme? Ou il y a vraiment quelqu'un là-haut? On dit souvent que la peur exagère, qu'elle en fait trop, qu'elle dramatise. Mais si parfois ta peur disait vraiment la vérité? Cette vidéo, c'est une enquête sur la peur. À quoi elle sert, pourquoi elle déraille et comment la remettre à sa place. Maintenant, vous allez découvrir pourquoi ton cerveau sursaute avant même que tu aies compris ce que tu regardes. Comment un bébé peut réagir à un serpent sans en avoir jamais vu. Pourquoi certaines personnes fuient le Wi-Fi en plein 21e siècle. Ce que les clowns, les poupées ou les mannequins ont de si dérangeant. Comment on peut attraper une peur juste en regardant quelqu'un d'autre avoir peur. Et surtout, comment désapprendre une peur qui a pris trop de place dans ta vie. Alors on commence par une question. Pourquoi parfois t'as un frisson avant même de savoir de ce que te fait peur? Ce moment où ton corps réagit avant toi. Par exemple, tu marches dans un couloir un peu sombre et tu crois voir quelque chose par terre. Tu fais un bond et puis une seconde plus tard seulement tu captes que c'était un sac plastique. D'abord la peur, ensuite réflexion. Mais pourquoi? En gros, ton cerveau a deux grandes façons de traiter ce qu'on voit. Une voie rapide et une voie lente. La voie rapide, c'est le mode urgence. L'information fait un détour minimum et arrive presque direct dans une zone qu'on appelle l'amygdale. Elle peut déclencher la peur en quelques millisecondes. Cœur qui s'accélère, muscles prêts à fuir ou à se battre. En parallèle, la voie lente analyse la scène plus en détail. Forme, couleur, contexte, c'est la partie réflexion. Elle prend un peu de temps, puis elle renvoie un message à l'amygdale. Soit OK, danger confirmé, soit calme-toi, fausse alerte. Autrement dit, le cerveau préfère déclencher l'alarme d'abord et réfléchir ensuite. Comme un détecteur de fumée un peu trop sensible. Il va sonner pour un vrai incendie, mais aussi pour un simple toast brûlé. C'est agaçant, mais entre trop d'alarmes et pas assez, l'évolution a tranché. Mieux vaut quelques peurs inutiles et qu'un danger qu'on ne voit pas. Imagine deux hommes préhistoriques, et un jour, ça bouge dans un buisson. Le premier se dit, oula, il part au courant. Le second se dit, bof, et il reste. Si au final il n'avait rien, juste le vent, les deux survivent. Le premier a juste fait un sprint pour rien. Mais si dans les buissons il y avait un lion, celui qui a couru a une chance de survivre, tandis que celui qui est resté a de grandes chances de mourir. Et voilà le point important. Nous sommes surtout les descendants de celui qui est parti en courant. Donc au fil des générations, la peur un peu trop rapide s'est transmise parce qu'elle sauve les vies plus souvent que le calme total. Et parfois, la peur ne se trompe pas. Joe Cummings, pendant des semaines, entend des bruits au-dessus de chez lui, retrouve des objets déplacés et remarque que de la nourriture disparaît. Sur le papier, ça ressemble à un scénario de film de maison hantée. Alors, on rationalise. Ouais, on est fatigué, c'est le bois qui craque, on se fait pas d'idée. Pourtant, quelque chose continue de sonner dans un coin de sa tête. Il a un problème. Et quand la police finit par fouiller sérieusement le grenier, elle découvre qu'un homme vivait là-bas, caché depuis des mois. Pas de fantôme, pas de malédiction, un intrus bien réel. Sa peur n'était pas folle, il avait repéré des signaux que la raison essayait de minimiser. Cette histoire résume bien ce réflexe ultra rapide. La peur peut être lourde, parfois complètement à côté de la plaque, mais son but principal reste de te protéger, même au prix de quelques fausses alertes. La vraie question maintenant, c'est qui a programmé ce détecteur et comment il décide de ce qui est dangereux ou pas. En gros, il y a 3 professeurs de la peur qui bossent sur ton cerveau toute ta vie. L'évolution, l'imitation et tes propres expériences. Ces 3-là, ensemble, fabriquent ton catalogue de peurs perso. D'abord, l'évolution. On n'en est pas complètement neutre.
Notre cerveau n'est pas une feuille blanche, c'est plutôt un téléphone avec quelques applis préinstallées. Par exemple, des études ont montré que des bébés de 6 mois réagissent plus fortement quand on leur montre des images de serpents ou d'araignées que quand on leur montre des fleurs ou des poissons. Ils ne se mettent pas à hurler de peur, mais leurs petites pupilles se dilatent davantage. Leur corps est plus en alerte, alors qu'ils n'ont jamais eu d'expérience avec ces animaux. C'est comme si leur cerveau disait « ça là, ces formes tordues avec plein de pattes, je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je vais garder ça à l'œil. » On parle de préparation biologique de la peur. C'est beaucoup plus facile de conditionner quelqu'un à avoir peur d'un serpent ou d'un orage que d'une fleur ou un papillon. On a arrêté 2 millions d'années d'ancêtres qui, eux, avaient intérêt à repérer très vite ce qui pique, ce qui morde, ce qui est venimeux. Résultat, aujourd'hui encore, une bonne partie des adultes avouent être mal à l'aise avec les araignées ou les serpents, même sans trauma particulier. On tourne autour de 30 à 40% selon les études. Ce n'est pas juste un truc de la tête, c'est un vieux réflexe utile à l'époque des forêts et des grottes, qui continue de tourner en tâche de fond dans nos cerveaux de si datant. Deuxième professeur, l'imitation. Là, on entre dans le mode la peur, ça s'attrape. Les enfants sont des vraies éponges émotionnelles. Ils observent les visages des adultes en permanence. Si maman ou papa sursaute de terreur devant une abeille, le message est clair. Abeille égale danger. Des expériences sur les singes l'ont montré de façon spectaculaire. Des chercheurs ont élevé des jeunes singes en laboratoire, sans prédateurs, sans serpents. Au départ, ces petits singes n'avaient pas de peur d'un serpent en plastique. Ils sont fichés. Puis, on leur a montré une vidéo d'un autre singe adulte complètement paniqué devant un serpent. D'un coup, les gens se sont mis eux aussi à craindre le serpent, juste en ayant vu la peur de l'autre. Un seul cours. 0 morsure, phobie acquise. Le détail amusant, c'est que si on traquait la vidéo en montrant un singe terrorisé par une fleur, les gens n'apprenaient pas à avoir peur de la fleur. Leur cerveau acceptait de copier la peur de serpent, logique, danger potentiel, mais pas celle d'un truc neutre. Ça rejoint l'idée d'avant. On est prédisposé pour certaines peurs et on copie surtout celles qui ont du sens biologiquement. Et ce n'est pas que chez les singes. On voit la même chose chez les orang-outans dans certaines réserves d'Indonésie. Les soigneurs mettent un faux serpent sur le chemin et font semblant d'avoir super peur devant les jeunes. Résultat, les petits enregistrent serpent égale danger, on évite. C'est la pédagogie par drama, mais ça leur sauvera peut-être la vie plus tard. Même nos animaux domestiques font ça. T'as peut-être déjà vu des vidéos où un chat tout tranquille voit brusquement un autre chat sursauter et partir en courant, et sans chercher à comprendre, il fuit avec lui. La peur est contagieuse. Troisième professeur, l'expérience directe. Là, c'est le côté la vie t'en met une, ton cerveau prend de notes. L'exemple le plus célèbre et le plus glauque en psychologie, c'est le cas de Petit Albert, un bébé de 11 mois dans les années 1920. Au début, Albert est chill. On lui présente un rat blond, un lapin, un chien. Il joue, il rigole, aucune peur. Les chercheurs ont alors eu l'idée, aujourd'hui totalement inacceptable éthiquement, d'associer ce rat blond à un bruit horrible. À chaque fois qu'Albert touchait le rat, il faisait résonner un grand coup de barre de fer derrière lui. Le bébé sursautait, se mettait à pleurer, mais à cause du bruit, pas du rat. Au bout de quelques répétitions, il s'est mis à pleurer rien qu'en voyant le rat. Même sans bruit, le rat est devenu effrayant tout seul, par association. Et pire, la peur s'est généralisée. Albert commençait à avoir peur de tout ce qui ressemblait de loin à ce rat blond. Lapin, manteau de fourrure, mais restait calme devant des jouets neutres comme des cubes. En quelques jours, le bébé sans peur des animaux était devenu phobique en tout ce qui était poilu et clair. Ce genre de mécanisme, on le retrouve chez nous, version moderne. Quelqu'un se fait mordre par un chien, plus tard il devient paniqué dès qu'il voit un chien, même gentil. Quelqu'un est resté coincé dans un ascenseur en panne, même si ce n'est passé qu'une seule fois, il peut développer une claustrophobie et éviter tous les ascenseurs. Et parfois, ce n'est pas un gros trauma unique, c'est juste une anxiété répétée. Si à chaque vol en avion tu es hyper tendu, tu peux finir par associer l'avion lui-même
à la panique. J'ai moi-même une phobie comme ça, oui. Les premières fois que je voyageais en France, ça a été très stressant pour moi. Du coup, maintenant, avant chaque voyage, je stresse d'ouf, sans savoir pourquoi. Et là, on arrive sur un truc très pervers. L'évitement. Quand quelque chose nous fait peur, notre réflexe le plus naturel, c'est de l'éviter. Sur le moment, ça soulage. Tu ne prends pas l'ascenseur, ton cœur redescend et tu respires mieux. Le problème, c'est que ton cerveau enregistre. Heureusement que j'ai pas pris d'ascenseur, sinon ça aurait été horrible. Tu ne lui laisses jamais d'occasion de vérifier que peut-être ça se serait bien passé. En psychologie, on dit que l'évitement est renforcé négativement. Il enlève l'angoisse tout de suite. Donc, ton cerveau te pousse à le refaire, encore et encore. Tu évites l'abeille, puis tu évites le jardin, puis tu évites les pique-niques, puis tu évites l'été. Ton territoire de confort se rétrécit comme une peau de chagrin. La peur gagne du terrain, centimètre par centimètre. Alors tu vois, ton détecteur de peur n'est ni complètement fou, ni complètement rationnel. Il est rempli de vues, de réflexes hérités, de peurs copiées sur les autres et de souvenirs parfois mal digérés. Et pourtant, il y a un truc encore plus étrange. Parfois, il se met à sonner non pas pour un serpent, pas pour un orage, pas pour un chien agressif, mais pour un clown, une poupée, un mannequin de vitrine. Des choses censées être fans ou neutres, mais qui nous donnent la chair de poule. Pour comprendre, il faut parler de la vallée de l'étrange. Ton cerveau a un radar à visage. Il adore en voir partout. Dans les nuages, dans les prises électriques, les emojis. Plus un visage est stylisé, caricatural, peluche ou dessin animé, plus c'est mignon et rassurant. Mais quand on rend le visage presque humain, sans l'être tout à fait, le plaisir bascule en malaise. Souris figée, les yeux qui clignotent bizarrement, poids étrange, c'est trop humain pour être un jouet et pas assez pour être un vrai humain. Ton cerveau sent que quelque chose cloche et déclenche l'alarme. C'est la sensation bizarre des poupées de cire, des robots réalistes ou des effets spéciaux ratés. On reconnaît l'humain, mais mal foutu. Le clown, c'est un cas parfait. Un faux visage humain posé sur un vrai. Maquillage blond, bouche gigantesque, sourcils déplacés. Ton système de reconnaissance de visage bug. C'est vivant mais déformé, humain mais tordu, malaise. Et si en plus le sourire peint ne correspond pas au regard, on a l'impression d'un masque émotionnel. Sourire dehors, autre chose dedans. Ton cerveau lit attention, incohérence. Le film d'horreur exploite exactement ce décalage. Même mécanisme pour les poupées flippantes, trop réalistes pour être juste des jouets, pas assez pour être classés comme gens normaux. Et dans un décor un peu glauque, ton cerveau commence à se demander, et si? Il suffit d'un doute sur si vivant ou pas pour activer la peur. Et tout ça montre que la peur ne réagit pas seulement au danger physique, mais aussi à tout ce que casse nos repères, floute nos catégories. Et là-dessus vient se greffer une autre couche. La culture. On croit que nos peurs sont hyper personnelles. En réalité, beaucoup sont fabriqués ou amplifiés par notre époque, nos médias, nos histoires communes. La culture, c'est comme un scénariste qui décide quels dangers doivent nous obséder. Exemple moderne, la peur des ondes. Certaines personnes se disent hypersensibles, déménagent dans les zones blanches, sans wifi ni réseau, convaincus que les ondes les rendent malades. En labo, quand on allume ou éteint des antennes sans les prévenir, leurs symptômes suivent souvent leurs croyances plutôt que la présence réelle des ondes. C'est l'effet nocebo. Tu es persuadé qu'un truc te fait mal. Ton corps joue le scénario. Leur souffrance est réelle, mais l'origine est largement nourrie par des années de reportages, rumeurs et discours alarmistes sur ce poison invisible. Même logique avec certaines peurs culturelles très localisées. Par exemple, le syndrome de Koro en Chine. En gros, les mecs sont persuadés que l'orbite est en train de disparaître. Ouais, et ils paniquent en mode ça y est, je vais mourir. Ouais. Ou le Tajin Kyofosho au Japon, où l'angoisse principale n'est pas on va se moquer de moi, mais je vais déranger les autres par ma simple présence.
Chaque société imprime sa forme aux peurs. Et puis, il y a les phobies boostées par les médias. Après un film comme Les Dents de la Mer, la peur des requins explose alors que les attaques restent très rares. Après une série sur un tueur en série, certains se mettent à voir des stalkers partout. Quand un virus, un type d'accident ou un crime monopolise l'actualité, notre cerveau finit par croire que c'est ce qui arrive tout le temps, juste parce qu'il le voit tout le temps. Résultat, nos peurs viennent d'un mélange explosif entre biologique, personnel et culturel. Mais si la culture peut armer nos peurs, est-ce qu'on peut les désarmer? Oui, une phobie n'est pas une malédiction. Il existe des méthodes très efficaces, loin de la potion magique, mais avec des vrais résultats. On peut résumer, on coupe l'évitement, on allume la lumière. En 3 mots, expose, respire et répète. Étiqueter la peur. Plutôt que je vais mourir dans cet ascenseur, essaye, ok, c'est mon alarme interne qui sonne, pas forcément un vrai danger. Juste mettre un mot dessus. Attaque de panique, peur, alarme. Créer une petite distance. Il faut aussi s'exposer progressivement. Pas question de se jeter dans la cage aux araignées. On fait une échelle de 0 à 10. Pour une phobie des araignées, par exemple, 0, pensez au mot. 3, regardez un dessin. 5, une photo. 7, une araignée dans un bocal. 10, la voir sur la main. On choisit un niveau inconfortable, mais supportable. On s'y expose volontairement, assez longtemps, pour que l'anxiété redescende. Et on répète. Et quand ce niveau devient gérable, on monte d'un cran. On apprend ainsi à son cerveau que c'est désagréable, mais pas mortel. Et ça finit par passer. On rééduque le détecteur de fumée qui sonne pour chaque tartine. Mais le plus important, c'est de respirer et de s'ancrer. La peur accélère le cœur, la respiration, embrouille la tête. Tu peux envoyer un signal de calme en reprenant la main sur ta respiration. Inspire 4 secondes, bloque un instant, expire 6-8 secondes. Et comme ça, plusieurs fois. En parallèle, tu peux t'ancrer avec une technique simple. Repérer 5 choses que tu vois, touches, entends, sens, goûtes. Ça ramène ton attention du scénario catastrophe. Oh, là maintenant je suis dans cette pièce. Et pour l'instant ça va. Il existe aussi des coups de pouce médicaux. Certains médicaments peuvent aider à calmer une anxiété tellement forte qu'elle empêche de faire les exercices d'exposition. Mais ce sont des outils en extra à discuter avec un médecin, pas une baguette magique. Le message important, si une phobie te gâche ta vie, tu n'es ni faible ni cassé à vie. Demander de l'aide, c'est comme si confier son détecteur de fumée à un spécialiste pour le régler. Imagine la trappe du grenier dont tout le monde a peur. Et tant qu'on ne monte pas, l'imagination fait le pire. Le jour où on l'ouvre, on trouve soit un vrai problème et on agit, soit rien. Dans les deux cas, on reprend du pouvoir. Le pire endroit, c'est en bas de l'escalier, paralysé, fantasmé, le monstre. Concrètement, quelle micro-exposition tu pourrais tenter cette semaine? Monter un étage de plus en ascenseur? Rester quelques secondes de plus sur le balcon, regarder une photo de ce que te fait peur sans scroller. Un tout petit pas, mais réel. Tu pourrais jamais supprimer la peur. Et heureusement, elle t'a permis d'arriver jusqu'ici. Mais tu peux apprendre à lui dire merci quand elle te protège et calme-toi quand elle exagère. Garde la clé, ne la laisse plus t'enfermer. Et surtout, entraîne ton cerveau et à la prochaine.